Dès les premières minutes de l'épisode Ici tout commence, une atmosphère lourde s'installe autour de Joséphine. La nuit a été longue, peuplée de pensées contradictoires, de silences étouffants et de décisions qu'on prend moins par courage que par peur. Elle sait qu'au lever du jour, plus rien ne pourra rester intact, même si son cœur refuse encore d'admettre ce qu'elle s'apprête à faire. Assise face à Fleur, Joséphine tente de mettre des mots sur l'impensable. Sa voix tremble, non pas parce qu'elle doute de ses sentiments, mais parce qu'elle sait qu'ils sont toujours là, trop forts, trop dangereux. Elle avoue enfin le chantage de Clotilde, cette pression sourde qui la pousse à choisir entre l'amour et la peur d'une chute brutale. Joséphine affirme qu'elle fait cela pour protéger Lou, même si chaque mot prononcé la déchire un peu plus. Fleur, attentive, refuse d'accepter une décision fondée uniquement sur la culpabilité. Elle cherche à comprendre si Joséphine fuit réellement une histoire impossible ou si elle sacrifie son bonheur sous la menace. Mais Joséphine, enfermée dans son raisonnement, est persuadée qu'en disparaissant de la vie de Lou, elle lui rend service. Elle se convainc qu'il sera mieux sans elle, même si cette certitude sonne davantage comme une punition personnelle que comme une vérité. Pendant ce temps, loin de ce drame intime, Lou s'acharne à réparer ce qu'il croit être ses erreurs. Depuis l'incendie, il multiplie les gestes pour prouver qu'il mérite encore sa place dans cette famille d'accueil. Il répare, nettoie, cuisine, comme s'il pouvait, à force d'efforts, effacer le passé. Lorsqu'il affirme être heureux ici, ce n'est pas une façade, c'est un attachement sincère, fragile, qu'il espère enfin durable. À l'institut, l'ambiance est plus légère en apparence. Anaïs, Billy et Pénélope se remémorent leur réveillon, tentant de prolonger une parenthèse de normalité. Pourtant, Billy ne parvient pas à chasser la culpabilité qui la ronge. Son geste envers Ferdinand la hante, et son message resté sans réponse pèse lourdement. Derrière son sourire, une inquiétude grandit, nourrie par l'idée d'avoir blessé quelqu'un qui ne le méritait pas. La confrontation tant redoutée arrive brutalement. Joséphine met fin à sa relation avec Lou sans détour, comme si la rapidité pouvait atténuer la douleur. Elle évoque le pacte de sobriété, la faute irréparable, la nécessité de s'arrêter là. Lou, abasourdi, ne comprend pas comment tout peut s'effondrer ainsi, du jour au lendemain, sans signe avant-coureur. Face à lui, Joséphine se force à rester ferme, même si chaque regard échangé menace de faire voler sa résolution en éclats. Elle ne fuit pas l'amour, elle fuit les conséquences du chantage, la peur d'être dénoncée, l'ombre que Clotilde fait peser sur sa vie. Mais ces raisons, elle ne peut pas les dire. Alors elle laisse Lou seule avec ses questions, et un silence plus cruel que n'importe quelle explication. À ce moment précis, l'épisode pose les bases d'un drame plus profond. La rupture n'est pas seulement celle d'un couple, c'est le début d'un effondrement émotionnel. Lou se retrouve face à une perte incompréhensible, tandis que Joséphine s'enferme dans un sacrifice qui ne soulage personne. Et, dans l'ombre, Clotilde continue d'avancer ses pions, sans mesurer encore l'ampleur du chaos qu'elle vient de provoquer. Dans le sillage immédiat de la rupture, Lou erre dans l'institut comme s'il avait perdu ses repères. Chaque geste lui paraît inutile, chaque sourire croisé devient une épreuve. Il rejoue la scène en boucle, cherchant le moment précis où tout aurait basculé. Il se reproche l'incendie, les maladresses, les silences, sans imaginer une seule seconde que la vérité se cache ailleurs, bien plus près de lui qu'il ne l'imagine. C'est alors que Fleur décide de ne plus se taire. Face à Lou, elle comprend que le laisser se noyer dans la culpabilité serait une injustice de plus. Avec prudence, mais sans détour, elle révèle le chantage exercé par Clotilde sur Joséphine. Les mots tombent, lourds, irréversibles, et changent instantanément la lecture de toute cette rupture brutale. Pour Lou, c'est un choc. La douleur se transforme en incompréhension, puis en colère sourde. Il apprend que Joséphine l'aime encore, que son départ n'était pas un rejet mais un sacrifice imposé. Cette révélation ne le soulage pas, elle amplifie au contraire la blessure. Il réalise qu'on lui a volé la possibilité de se battre pour leur histoire, qu'on a décidé à sa place. Pendant ce temps, au Doubla, un tout autre malaise s'installe. Marc observe Clotilde, troublée par son agitation inhabituelle. Elle tente de faire bonne figure, mais quelque chose se fissure. Lorsqu'elle avoue avoir peut-être fait une grosse connerie, ce n'est pas une confession héroïque, mais l'aveu tardif d'un contrôle qui lui échappe. Pour la première fois, Clotilde mesure que son chantage a déclenché une réaction en chaîne qu'elle ne maîtrise plus. Dans un coin de l'institut, Billy affronte enfin Ferdinand. Leur échange est chargé de non-dits et de regrets. Ferdinand, blessé mais digne, met fin à leur coaching et à toute ambiguïté. Il refuse d'être un poids de plus dans la vie de Billy, surtout à l'approche du procès. Pourtant, derrière cette décision,
Il n'y a ni rancœur ni vengeance, seulement la volonté de préserver un équilibre fragile. Lorsque Ferdinand évoque le début imminent du procès, l'angoisse devient palpable. Billy réalise que le temps joue contre eux, que rien n'est acquis malgré les soutiens affichés. La légèreté du réveillon semble déjà lointaine. Chacun se replie sur ses peurs, conscient que les jours à venir seront décisifs. Revenue auprès de Lou, Fleur tente d'apaiser sa détresse, mais le mal est trop profond. Lou comprend désormais que la trahison ne vient pas de Joséphine, mais de Clotilde. Cette prise de conscience agit comme une fracture intérieure. L'image rassurante de l'adulte protectrice s'effondre, laissant place à une figure manipulatrice qu'il refuse désormais de pardonner. La décision mûrit en silence. Lou ne crie pas, ne confronte pas immédiatement. Il choisit le retrait, la fuite comme ultime protection. Faire ses valises devient un acte presque mécanique, mais chargé d'un sens immense. Quitter cette famille d'accueil, c'est se préserver d'une douleur supplémentaire, refuser d'être encore une fois le dommage collatéral des choix d'autrui. À ce stade de l'épisode, tout converge vers un point de non-retour. Les vérités éclatent trop tard, les regrets s'installent trop tôt. Tandis que Clotilde commence à réaliser l'ampleur de ce qu'elle a provoqué, Lou se prépare déjà à partir, convaincu qu'il n'y a plus rien à sauver là où la confiance a été brisée. À mesure que la nouvelle se diffuse, l'institut semble se figer autour de Lou. Le temps ralentit, comme si chacun pressentait qu'un seuil vient d'être franchi. Dans sa chambre, il plie ses vêtements avec une précision presque froide, cherchant à maîtriser ce qui, en lui, menace de s'effondrer. Chaque objet rangé est un souvenir qu'il s'arrache, une preuve que l'attachement, ici, était réel. Avant de partir, Lou trouve un soutien inattendu auprès de Milan. Sans grande phrase, Milan l'écoute, présent, solide. Lou tente d'expliquer l'inexplicable. Comment une relation peut être brisée par une vérité dissimulée, comment la confiance peut se dissoudre sans confrontation. Milan ne juge pas, il comprend que parfois, rester ferait plus mal que partir. Au même moment, Clotilde réalise que la situation lui échappe totalement. En voyant les valises, elle tente d'intervenir, d'apaiser, de minimiser ce qu'elle a fait. Mais ces mots arrivent trop tard. Face à elle, Lou ne voit plus une figure d'autorité, mais l'origine d'une blessure profonde. Il ne cherche pas d'excuses, seulement une distance définitive. L'arrivée de Joachim rend la scène encore plus douloureuse. Il ne comprend pas ce qui se passe, sans seulement qu'un départ se joue sans lui. Lou, lucide, refuse d'entrer dans les détails. Il laisse volontairement à Clotilde le soin de tout expliquer, comme un dernier acte de vérité imposé. Ce choix n'est pas une vengeance, mais une coupure nette. Le regard que Lou pose sur Joachim est chargé d'une tristesse silencieuse. Il sait que ce départ créera une onde de choc, qu'il laissera des questions sans réponse immédiate. Pourtant, il ne recule pas. Lorsqu'il affirme qu'il ne veut plus jamais revoir Clotilde, ce n'est pas une parole lancée sous le coup de la colère, mais une décision mûrie, irrévocable. Dans le jardin, certains observent la scène de loin, conscients d'assister à une rupture qui dépasse le simple cadre familial. Le départ de Lou symbolise quelque chose de plus large, la perte d'un refuge, l'échec d'une protection qui se voulait bienveillante. L'institut, lieu de transmission et de confiance, révèle soudain ses failles humaines. Clotilde, seule face à Joachim, mesure enfin l'ampleur de son acte. Le chantage, pensé comme un moyen de contrôle, s'est transformé en destruction pure. Elle comprend que certaines erreurs ne se réparent pas par des regrets tardifs. Le silence qui s'installe entre eux est lourd, chargé d'une culpabilité qu'aucun mot ne peut alléger. Lou franchit le portail sans se retourner. Ce geste simple, presque banal, marque pourtant un tournant émotionnel majeur. Il quitte non seulement une famille d'accueil, mais aussi une illusion de sécurité. Derrière lui, les certitudes s'effritent. Devant, l'inconnu s'ouvre, à la fois effrayant et nécessaire. Alors que l'épisode avance, une chose devient claire. Ce départ n'est pas une fuite, mais une survie. Lou choisit de se préserver, même si cela signifie renoncer à des liens précieux. Et pendant que Clotilde reste enfermée dans ses remords, l'Institut se retrouve face à une question sans réponse immédiate. Comment réparer ce qui a été brisé quand la vérité arrive trop tard? Après le départ de Lou, l'Institut tente de reprendre son souffle, mais rien n'a vraiment la même saveur. Les conversations se font plus feutrées, les regards plus lourds. Chacun semble mesurer, à sa manière, l'impact d'un chantage qui a dépassé toutes les intentions initiales. Le vide laissé par Lou agit comme un rappel constant de ce qui a été perdu. C'est dans ce climat fragile que Billy croise enfin Ferdinand à la colloque. L'échange commence avec prudence, presque maladroitement, comme si chacun craignait de raviver une blessure encore vive. Billy reconnaît ses torts, sans chercher à se justifier.
Elle admet avoir agi sous la pression, emportée par une peur qu'elle n'a pas su nommer à temps. Ferdinand, loin de toute rancune, surprend par son calme. Il confesse avoir cru, un instant, être devenu le centre du monde de Billy, avant de comprendre que tout cela n'était qu'un malentendu nourri par le stress et l'angoisse du procès à venir. En posant ces mots, il se libère autant qu'il libère Billy d'un poids invisible. Lorsqu'elle le qualifie de simple ami, presque avec tendresse, en parlant de « bébé pote », la tension se dissipe enfin. Ce n'est pas une humiliation, mais une façon de redéfinir leur lien sans faux semblant. Ferdinand accepte cette place, conscient qu'une amitié sincère vaut mieux qu'une relation déséquilibrée. Il lui propose alors son soutien, surtout face à l'épreuve judiciaire imminente. Cette proposition touche Billy plus qu'elle ne l'avoue. Elle comprend qu'elle n'est pas seule, même si le procès continue de planer comme une menace constante. Derrière son sourire, l'inquiétude demeure, mais elle trouve dans cette réconciliation une forme de stabilité, fragile mais nécessaire. Pendant ce temps, dans les cuisines, une toute autre énergie se met en place. Olivia ressent depuis quelque temps une lassitude sourde, l'impression de tourner en rond malgré son talent et son expérience. Cette sensation la pousse à envisager un nouveau défi, non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour se prouver à elle-même qu'elle peut encore se dépasser. La décision de passer le concours de meilleur ouvrier de France 2026 s'impose comme une évidence. Pour Olivia, ce n'est pas seulement une compétition prestigieuse, mais un moyen de raviver une flamme qu'elle sent vaciller. Elle cherche un regard exigeant, capable de la pousser sans complaisance, et son choix se porte naturellement sur Claire. Lorsqu'Olivia lui fait cette demande, Claire ne cache pas son enthousiasme. Leur rivalité passée, souvent teintée d'ironie et de défis implicites, trouve ici une nouvelle forme, plus mature, plus stimulante. Claire accepte de devenir sa coach avec plaisir, consciente que cette collaboration sera aussi un terrain d'apprentissage pour elle. Dans cet échange, l'épisode offre un contraste saisissant avec le drame vécu par Lou. Là où certains liens se brisent irrémédiablement, d'autres se transforment, évoluent, trouvent une nouvelle dynamique. L'Institut apparaît alors comme un lieu de fracture, mais aussi de renaissance possible. Alors que la journée s'achève, une chose est certaine, chacun avance avec ses propres cicatrices. Billy se prépare à affronter la justice, Olivia à se mesurer à l'excellence, tandis que l'ombre du départ de Lou continue de planer sur les consciences. Et, au cœur de ce tumulte, Clotilde reste silencieuse, consciente que les conséquences de ses actes ne font que commencer à se déployer. La soirée tombe sur l'Institut avec une lenteur inhabituelle, comme si les murs eux-mêmes peinaient à retrouver leur rythme. Le départ de Lou a laissé une trace invisible mais persistante, un malaise qui s'infiltre dans chaque recoin. Les cuisines se vident plus tôt, les voix s'éteignent plus vite, et chacun semble porter en lui une part de ce qui vient de se produire. À l'écart, Joséphine tente de donner le change. Elle s'accroche à ses habitudes, persuadée que la discipline pourra étouffer le tumulte intérieur. Mais chaque geste résonne comme un rappel cruel de ce qu'elle a sacrifié. Elle se répète qu'elle a fait le bon choix, que Lou sera mieux loin d'elle, même si cette certitude se fissure à mesure que le silence s'installe. De son côté, Clotilde ne parvient plus à masquer son trouble. Au double A, face à Marc, elle laisse enfin échapper une phrase qui trahit l'ampleur de sa faute. Elle reconnaît, à demi-mot, avoir dépassé une limite irréparable. Ce n'est plus la stratège sûre d'elle, mais une femme confrontée à la conséquence directe de son besoin de contrôle. Marc, attentif, perçoit que quelque chose s'est brisé. Il voit bien que Clotilde n'est pas seulement contrariée, mais profondément ébranlée. Ses regrets ne sont plus théoriques, ils ont un visage, celui de Lou quittant l'Institut sans se retourner. Pourtant, même dans cette culpabilité naissante, Clotilde peine encore à mesurer l'impact émotionnel de son chantage sur Joséphine. Cette dernière, enfermée dans son silence, ressent une solitude plus lourde que prévu. Elle comprend que la rupture n'a pas apaisé sa peur, mais l'a déplacée. L'angoisse d'être dénoncée s'est muée en une douleur sourde, celle d'avoir laissé partir quelqu'un sans lui dire la vérité. Elle réalise que le sacrifice qu'elle croyait nécessaire la condamne désormais à une culpabilité permanente. Dans les couloirs, l'absence de Lou devient presque tangible. Certains élèves évitent d'en parler, d'autres chuchotent, conscients que cette histoire dépasse le simple fait divers. L'Institut, censé être un refuge, a failli à protéger l'un des siens. Cette prise de conscience collective alimente un malaise diffus, difficile à formuler, mais impossible à ignorer. Clotilde, seule face à ses pensées, se heurte à un constat amer. Elle a gagné une obéissance temporaire, mais perdu une confiance durable. Le chantage, utilisé comme un outil, s'est retourné contre elle.
Elle commence à comprendre que certaines décisions laissent des cicatrices qui ne disparaissent pas avec le temps, mais s'approfondissent. Alors que la nuit enveloppe l'institut, chacun se retrouve confronté à ses propres choix. Joséphine lutte pour rester droite, Clotilde affronte ses remords, et l'absence de Lou agit comme un miroir cruel des failles de chacun. L'épisode, dans ce silence pesant, prépare le terrain d'un lendemain incertain, où les conséquences émotionnelles continueront de se déployer, bien au-delà des décisions prises dans la peur. À mesure que la nuit avance, les conséquences du départ de Lou se font plus lourdes, presque oppressantes. Joséphine, seule dans sa chambre, ne parvient plus à faire taire la petite voix qui la ronge. Elle avait cru qu'en rompant, elle retrouverait une forme de paix, mais c'est l'inverse qui se produit. Le silence devient assourdissant, chargé de tout ce qu'elle n'a pas osé dire, de toutes les vérités qu'elle a tues par peur. Elle repense à Lou, à son regard perdu au moment de la rupture, à cette incompréhension qui l'a frappée de plein fouet. Joséphine réalise qu'elle lui a infligé une douleur injuste, même si elle s'est convaincue d'agir pour le protéger. Cette prise de conscience la bouleverse, elle comprend que le sacrifice qu'elle s'impose n'efface ni l'amour, ni la souffrance, mais les enferme simplement dans un non-dit destructeur. De son côté, Clotilde affronte enfin le regard de Joachim. L'explication tant redoutée ne se déroule pas comme elle l'imaginait. Joachim n'élève pas la voix, ne s'emporte pas. Son calme, presque glacial, est bien plus déstabilisant. Il cherche à comprendre comment une telle situation a pu dégénérer sans qu'il n'en sache rien. Face à lui, Clotilde peine à trouver les mots justes. Elle évoque des décisions prises dans l'urgence, des choix qu'elle pensait nécessaires, mais qui ont conduit à une rupture irréparable. Joachim, profondément déçu, réalise que la confiance qui les liait a été fissurée. Ce n'est pas seulement le départ de Lou qui le touche, mais la découverte d'une facette de Clotilde qu'il ne reconnaît plus. Dans l'institut, l'ambiance est lourde. Les élèves ressentent confusément que quelque chose s'est brisé, au-delà d'une simple histoire personnelle. Lou représentait une forme d'équilibre fragile, et son départ agit comme un révélateur des failles du système d'accueil, mais aussi des responsabilités adultes qui n'ont pas été assumées jusqu'au bout. Joséphine, incapable de dormir, finit par se lever. Elle mesure l'ampleur de son isolement. Elle a obéi à Clotilde, mais elle se sent désormais prisonnière de cette décision. La peur d'être dénoncée n'a pas disparu. Elle s'est transformée en une angoisse plus profonde, celle d'avoir perdu l'essentiel sans possibilité de retour immédiat. Clotilde, elle, se retrouve seule face à ses remords. Loin de toute autorité, sans public, elle comprend que son chantage a détruit plus qu'un couple, il a fragilisé des liens familiaux, mis à mal une confiance qu'elle croyait acquise. Pour la première fois, elle envisage que certaines fautes ne puissent jamais être réparées, seulement assumées. Alors que l'aube approche, chacun reste enfermé dans ses pensées. Joséphine se demande si elle trouvera un jour le courage de dire la vérité. Joachim s'interroge sur la femme qu'il aime et sur l'avenir de leur couple. Et quelque part, loin de l'institut, Lou commence une nouvelle étape de sa vie, sans savoir encore si cette fuite lui apportera la reconstruction qu'il espère. Cette partie de l'épisode approfondit les blessures intérieures, celles qui ne se voient pas, mais qui façonnent durablement les trajectoires. Rien n'est encore résolu, et le silence, plus que jamais, devient le véritable antagoniste de cette histoire. Le matin se lève sur l'institut avec une lumière froide, presque indifférente au chaos émotionnel laissé par la veille. Rien, en apparence, ne trahit la violence de ce qui s'est joué, et pourtant, chaque couloir semble garder l'empreinte du départ de Lou. Son absence n'est plus un événement, mais un état permanent, un manque qui s'installe et refuse de s'estomper. Joséphine observe ce nouvel équilibre avec un sentiment de vertige. Elle réalise que la rupture n'a pas seulement éloigné Lou, mais qu'elle l'a aussi coupé d'une partie d'elle-même. Ce qu'elle croyait être un choix protecteur ressemble désormais à une punition qu'elle s'inflige jour après jour. Elle avance, droite en apparence, mais intérieurement fracturée par ce qu'elle n'a pas eu le courage d'avouer. Clotilde, elle, mesure enfin la solitude née de ses actes. Le chantage, utilisé comme un levier d'autorité, a laissé derrière lui un champ de ruines. Le regard déçu de Joachim, le silence pesant de l'institut, le départ irréversible de Lou, tout converge vers une même vérité. Elle a voulu contrôler, elle a fini par détruire. Et cette prise de conscience, tardive, n'efface rien. Dans cette fin d'épisode, aucun affrontement spectaculaire ne vient clore le récit. La force du drame réside justement dans cette retenue. Les cris ont laissé place au non-dit, les confrontations au silence lourd de sens. Chacun porte désormais sa part de responsabilité, sans possibilité immédiate de réparation. Loin de là, Lou avance sans se retourner.
Il ne sait pas encore ce que l'avenir lui réserve, mais il sait ce qu'il refuse désormais, rester là où la confiance a été brisée. Son départ n'est pas une victoire, ni même une libération totale. C'est une nécessité, une manière de se protéger quand plus rien ne semble sûr. L'épisode 1342 se referme ainsi sur un équilibre instable. Les liens sont fragilisés, les certitudes ébranlées, et l'Institut, pourtant familier, apparaît soudain comme un lieu où les blessures peuvent être aussi profondes que les apprentissages. Rien n'est réglé, tout reste suspendu, et une question demeure, silencieuse mais persistante. Comment avancer quand la vérité arrive trop tard et que l'amour, lui, n'a jamais vraiment disparu ?